méthodo, va nous montrer qu'est-ce qu'on en tire en regardant tous les cas ensemble dans un certain nombre de dimensions. 10, 15 minutes. Okay. Voilà, donc je vais présenter des résultats qui sont préliminaires de cette analyse transversale du chantier Impact. Donc vous avez les personnes qui ont participé à cette analyse. Je voudrais en particulier remercier Agathe qui est là, qui a mené une grande partie du chantier d'analyse et qui nous a aidé à formaliser et à structurer les données avec Daniel également. Je vais vous présenter un certain nombre de résultats et, qui sont préliminaires et qui marquent toute notre réflexion autour du chantier Impact. Alors, le premier résultat, peut-être, c'est une reprise. Pour nous, l'innovation, elle est socio-technique. Elle mélange à la fois des dimensions techniques, mais aussi des dimensions organisationnelles. Et dans les 13 cas, même quand on a une composante technique très forte, c'était le cas de Tsetse, eh bien, il y a aussi des questions organisationnelles, institutionnelles, pour pouvoir passer à l'impact. Et donc, l'innovation, elle combine à la fois des nouvelles techniques, certains parlent de hardware, mais aussi des nouvelles façons de penser, des nouvelles connaissances, c'est le software, et aussi, et de manière très nette, des nouvelles façons de s'organiser et des nouvelles règles du jeu, c'est tout ce qui est l'orgware. De ces innovations, finalement, quand on regarde les 3 cas, elles ne sont pas construites par la recherche et ensuite elles diffusent. Elles sont construites dans ce qu'on peut appeler des systèmes locaux d'innovation qui regroupent à la fois des organisations publiques et privées dans le cadre de réseaux qui peuvent être formels ou informels, où ces acteurs travaillent ensemble, interagissent pour créer des connaissances utiles pour le changement, pour l'action, pour mobiliser les compétences. Les compétences sont distribuées dans une filière sur un territoire ou pour mobiliser des ressources cognitives, des ressources financières, des ressources matérielles. Et finalement, on est dans des, vous l'avez vu à travers les 3 chemins de l'impact, des processus extrêmement complexes et que cette complexité rend complètement illusoire l'attribution d'un impact à la recherche. Ce que l'on vise, c'est bien de montrer que la recherche contribue avec d'autres acteurs à cet impact. Donc à la fois une volonté de démonstration, mais aussi une volonté de modestie. On ne disait pas on est à l'origine, mais on contribue, on fait partie de cette histoire. Le deuxième point, c'est le temps long de ces innovations. Quand on reprend voilà 3 exemples, si on reprend cet exemple-là sur le riz pluvial à Madagascar, les premiers travaux ont commencé en 1980. Nous, on a commencé à analyser ce processus à partir des années 85 et on les mesure. Finalement, on commence à avoir les premiers impacts en 2006. Si on prend le cas de Tsetse, qui était le premier cas, il y a eu des travaux bien antérieurs au Sénégal et qui ensuite ont été mobilisés dans le cadre du Sénégal. Jérémy nous a parlé des années 2005-2003, les prémices de l'innovation. Et finalement, il nous faut aussi également un temps très long avant d'observer les premiers impacts. En ce sens-là, il est illusoire d'imaginer avoir des impacts, travailler avec les acteurs sur des temps courts. On peut peut-être, et c'est peut-être une spécificité de nos recherches, valoriser des travaux faits dans d'autres situations pour pouvoir avoir des processus d'innovation sur des temps plus courts. Et en ce sens-là, les transferts sud-sud d'expériences, de connaissances peuvent être extrêmement importantes et c'est certainement une spécificité de nos recherches. On a cherché à comprendre, vous avez vu dans les différentes présentations, à la fois la construction des outputs et à la fois la construction des outcomes. Alors sur les outputs, le premier élément que l'on voit, c'est que dans un certain nombre de situations, ces outputs sont co-construits avec les acteurs. C'est Eric qui nous a montré que tout le travail qui était fait avec la participation des acteurs. Et donc, on est dans le cadre de recherche participative. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'était le cas du cas de Tsetse avec Jérémy, où on n'était pas forcément dans un degré de participation important avec les éleveurs, mais avec le ministère, avec les ministères, mais pas avec les éleveurs. Ce qui nous a apporté importance, c'est finalement... au-delà des outputs, donc de la production de la recherche, c'est les outcomes. Comment les acteurs se saisissent des produits de la recherche, les valorisent pour pouvoir transformer leurs pratiques, leur façon de faire, leur façon d'agir. Alors la première chose que l'on voit, c'est toute une variété d'outcomes. Alors certains outcomes, donc
sont relativement classiques. On peut passer à l'adaptation, aux mises au point d'une technologie via des réseaux d'expérimentation mis en œuvre par les partenaires pour valider, tester, améliorer, transformer des expérimentations, des résultats, des propositions de la recherche. On peut penser aux dispositifs de formation que peuvent mettre en œuvre les acteurs du développement pour pouvoir favoriser la diffusion d'un certain nombre de connaissances, comme Claire a énoncé. Mais ce que l'on voit apparaître de manière très importante, c'est la création d'outcomes, de structures, de mécanismes, de réseaux qui permettent la coordination des acteurs. Et dans ce cadre-là, on voit bien qu'on a à la fois des organisations de coordination et de suivi qui prennent des formes formelles. Claire nous a parlé de ProGoethe qui se structure pour pouvoir permettre les interactions entre les acteurs, ou la création, renforcement de partenariats multi-acteurs, pas forcément formalisés, pas forcément institutionnalisés. C'était le cas avec Eric, entre les producteurs, les organisations de producteurs, les sociétés cotonnières. Il n'y a pas forcément de plateforme formelle à ce niveau-là, mais il y a une plateforme formelle au niveau villageois. Et puis on a aussi la création et le renforcement d'organisations qui émergent de ces processus pour mettre en œuvre ces innovations, pour transformer le vin, pour vendre des semences, pour créer, diffuser du matériel nécessaire à ces processus d'innovation. Ce qui nous paraît aussi important, c'est finalement et original, c'est que la recherche s'implique dans la production de ces outcomes. C'est une vision assez classique de dire la recherche produit des outputs, des articles, des connaissances, et c'est les autres acteurs qui se saisissent de ça pour changer leur façon de faire et pour innover. En fait, non, dans la plupart des cas, et quels que soient les cas, on s'aperçoit que la recherche s'implique à la fois dans la production des outcomes, mais aussi dans la mise en œuvre, voire même dans des structures de pilotage. Ce n'est pas toujours le même chercheur qui le fait, ce n'est pas toujours au même moment que la recherche s'implique dans ces outcomes, mais on peut s'apercevoir que c'est dans tous les cas, on a une implication de la recherche dans cette production d'outcomes. Ce que l'on a mis en évidence, et ce que Claire a cherché à illustrer à travers le cas du vin au Brésil, de l'indication géographique, c'est l'importance des apprentissages tout le long du processus d'innovation. Finalement, on a essayé, on a caractérisé dans l'ensemble des études de cas des situations d'apprentissage où les acteurs apprennent. Ces situations d'apprentissage peuvent être des situations formelles, et on pense souvent aux formations techniques, aux ateliers d'échange, mais ça peut être aussi des situations informelles à travers des réunions, à travers des contacts quotidiens dans lesquels les acteurs, par les échanges qu'ils ont entre eux, apprennent. Alors, on a, grâce à l'ensemble des études de cas, pu catégoriser ces différentes capacités qui ont été générées à travers ces processus d'apprentissage. Et c'est là qu'on voit l'extrême diversité et complexité de ces nouvelles capacités qui sont générées au niveau des acteurs. Bien sûr, il y a les capacités techniques, et on pense très souvent à ça, maîtriser une nouvelle technologie, maîtriser un nouveau procédé à travers des situations d'apprentissage formelles. Mais on voit aussi, et ont été relevées, l'émergence de capacités de gestion, savoir analyser sa situation, savoir se programmer, savoir se projeter dans le futur, savoir définir des plans d'action et les suivre. Des capacités aussi à apprendre comment les acteurs se mettent en place des dispositifs pour expérimenter, adapter, pour formaliser leurs connaissances, pour résoudre les problèmes. Le cas d'IG au Brésil montre bien comment les œnologues, les chercheurs, les producteurs formalisent leurs connaissances pour les transformer dans un carnet, dans un cahier des charges, et ensuite pouvoir communiquer autour de ces connaissances. Mais on a aussi des capacités qui permettent aux acteurs d'interagir pour savoir travailler ensemble, concevoir une innovation, la mettre en œuvre, et aussi, et ça c'est aussi ce que montre le cas de Jérémy, avoir une capacité à agir collectivement, s'organiser pour s'engager dans un processus politique pour défendre une certaine façon de voir les choses, pour défendre ses intérêts ou pour promouvoir l'innovation à d'autres échelles. Puis finalement, l'ensemble de ces capacités, ce que disent un certain nombre de personnes et d'acteurs, elles permettent de prendre confiance en soi, de modifier sa façon de voir les choses et finalement de devenir proactif, acteur de son développement.
Donc on voit bien que ces capacités, on ne travaille pas que sur des capacités techniques, que les chercheurs interviennent sur ces renforcements de capacités, que les chercheurs du CIRAD interviennent beaucoup sur le renforcement de capacités techniques, mais aussi pour le renforcement d'autres capacités et plutôt en début de processus d'innovation. Que c'est d'autres acteurs qui interviennent ensuite et en particulier nos partenaires du Sud, pour développer ces autres capacités. Ensuite, on a travaillé les questions d'interaction avec les politiques publiques qui permettent d'expliquer et de contribuer à l'innovation. Alors, dans le chemin de l'impact, on a repéré des interactions qui sont liées à la mobilisation d'expertise des politiques, d'acteurs politiques, et qui vont participer à ce processus en fournissant un avis, une direction pour pouvoir orienter le processus. Dans d'autres cas, par exemple dans le cas de Danone en Indonésie, ces acteurs politiques participent eux-mêmes au processus de recherche et participent à la coproduction de connaissances utiles pour le processus d'innovation. Une troisième forme d'interaction, finalement, permet de mobiliser les acteurs politiques pour avoir des incitations financières à l'innovation. Et dans les cas, on voit des subventions aux producteurs, des investissements publics, des financements publics, des projets en complément de financement privé, et qui permettent le déploiement de l'innovation. Autre type d'interaction, c'est des interactions qui permettent de changer les règles, d'avoir de nouvelles règles, de modifier la réglementation permettant le déploiement de l'innovation, ou la production, à la suite de ce processus d'innovation, de nouvelles orientations stratégiques, comme dans le cas de l'arachide, qui a débouché sur une lettre de politique de développement de la filière arachide, ou en tout cas contribuer, sans pour autant prétendre que c'est uniquement l'expérimentation sur l'arachide qui a débouché là-dessus. Ces interactions, en fait, elles sont surtout utiles pour permettre le changement d'échelle et avoir un effet de levier sur l'innovation. Alors, on peut essayer de voir dans quelle mesure ces processus d'innovation, à quel moment ils interviennent et qui mobilise les acteurs politiques. Dans certains cas, c'est le politique qui va chercher la recherche. Et c'est le cas de Jérémy qui dit que c'est les politiques qui ont été mobilisés, la recherche, pour lever ce problème de la contamination par les mouches tsetse. Dans d'autres cas, c'est plutôt en cours de chemin, au début, que le chercheur va interagir et chercher à mobiliser l'acteur public. Dans d'autres cas, c'est l'acteur public qui est cherché et mobilisé par le chercheur en fin de processus. Ce qui est assez curieux, c'est qu'on n'a aucun cas où finalement le chercheur, avec les acteurs, développe une innovation et ensuite l'acteur public vient voir et se dire « Tiens, c'est intéressant, on pourrait changer d'échelle ». La conclusion, c'est que l'interaction dès l'amont ou en cours du processus est extrêmement importante pour pouvoir générer finalement une innovation. 2 minutes. Ça va être... Résultat 6. On l'a en partie abordé, donc c'est un chantier qui est en cours et donc on ne présente que des résultats préliminaires. La première chose, c'est qu'on voit on a une diversité extrêmement importante des impacts qui sont recensés, qui sont identifiés par les acteurs. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est les acteurs qui permettent d'identifier. Beaucoup d'impacts sont de nature économique et ont des impacts sur les exploitations ou c'est les acteurs des filières et marchés. Par contre, et c'est peut-être une limite de la démarche participative, on a finalement peu d'impact sur les questions environnementales. Les acteurs, spontanément, ne sont pas enclins à mettre en évidence, en avant, les impacts environnementaux, même si pour nous, dans certains cas, ils paraissent évidents. C'est le cas de la lutte biologique sur le ver blanc à La Réunion, qui a un impact environnemental important. Et pourtant, ce n'est pas le premier impact mentionné par les acteurs qui sont impliqués. Donc ces impacts, on les mesure grâce à des indicateurs qui sont quantifiés, ce qui a été montré dans l'ensemble des cas. Et on est en cours de travail pour pouvoir comparer au sein du même cas les impacts en utilisant des critères qui sont d'une part l'intensité de cet impact et le deuxième critère qui est l'ampleur, l'extension de cet impact en termes de zone géographique. Et donc, on va déboucher sur des diagrammes qui permettent, pour chaque cas, de comparer les impacts entre eux.
La recherche, finalement, donc, dans ce cadre-là, la recherche, dans ce cadre-là, joue différentes fonctions. La première fonction, c'est une fonction de production et diffusion de connaissances qui est relativement classique. La deuxième, c'est également là où on l'attend, la recherche participe à la co-conception de l'innovation, par exemple en menant des expérimentations. Beaucoup de chercheurs ont mentionné le travail autour de la gestion des ressources et montage de projets, qui prend énormément de temps et d'énergie. Mais on a aussi des rôles qui sont beaucoup plus originaux, qui sont autour de l'accompagnement des acteurs pour la promotion de l'innovation, et en particulier de leur participation à l'animation de partenariats ou à des actions de lobbying et de conseil. Et en ce sens-là, cela fait partie du rôle des chercheurs d'assurer ce genre d'activité pour garantir l'impact. Et un dernier rôle, c'est autour du renforcement des capacités. L'on a évoqué, je passerai là. Finalement, le rôle de la recherche dans le processus d'innovation dépend d'un certain nombre de critères. Dépend d'une part du processus d'innovation que l'on étudie, mais aussi, et ça c'est quelque chose qui est important, dépend de l'importance des connaissances scientifiques dans le processus d'innovation et de la maîtrise qu'a la recherche des technologies qui sont mises en œuvre. Dans le cas du tsetse, on voit bien que la recherche maîtrise à la fois les modèles biophysiques, mais maîtrise aussi la production des mâles stériles. Et en ce sens-là, elle joue un rôle déterminant sur le processus d'innovation. Jérémy a parlé de recherche top-down. Et puis, cette recherche dépend aussi, le modèle d'innovation, enfin la participation de la recherche dépend aussi du type de participation que l'on a dans le processus d'innovation. D'une part, de la capacité des acteurs à participer. Tous les acteurs ne sont pas en même position, en même capacité de participer. Et certains acteurs ont un poids déterminant dans le processus d'innovation, mais également de la posture de la recherche. Et ça, c'est une décision du chercheur ou de l'équipe, d'avoir une posture plutôt directive, le cas de Jérémy, ou une posture de recherche participative, le cas d'Éric. Ils le décident et ils mettent en œuvre des méthodes particulières. Bien sûr, le rôle de la recherche dépend du contexte dans lequel elle intervient. Du coup, on propose plusieurs modèles d'innovation, plusieurs modèles qui permettent d'expliquer l'intervention de la recherche. On a 4 modèles que l'on va présenter de manière très rapide. Le premier modèle, c'est celui du transfert de technologies interactives. C'est le cas de Jérémy. Finalement, la recherche maîtrise les connaissances scientifiques. Le rôle des connaissances scientifiques dans le processus est déterminant. Et cette recherche a une vision sur les résultats et la manière de les atteindre. Et du coup, elle met en place des processus de recherche et d'intervention relativement directives, s'assurant d'un travail en interaction avec des politiques. On n'intervient pas sur des territoires sans avoir un aval politique, mais finalement, la recherche joue un rôle central. Un deuxième modèle, c'est celui de la co-conception des systèmes innovants et qui intéresse particulièrement pas mal d'agronomes qui travaillent sur la production de systèmes de production innovants, systèmes de culture innovants. Dans ce cadre-là, dans les processus d'innovation, les connaissances scientifiques sont importantes, mais les technologies, ce qui est mis en œuvre, n'est pas forcément complètement maîtrisé par les chercheurs, mais partagé entre chercheurs et producteurs, autres acteurs. La recherche a une vision sur les résultats qu'elle veut atteindre, mais pas forcément sur le chemin pour les atteindre, et elle discute, elle négocie avec les autres acteurs pour pouvoir co-construire des connaissances et pour pouvoir co-construire des mécanismes. On est typiquement sur le modèle de la co-conception, qui est d'ailleurs aussi utilisé dans le domaine de l'industrie, où on mobilise des connaissances fondamentales de la recherche, on en produit à tous les stades de développement de l'innovation, et on a des interactions avec les acteurs, passant de l'invention à l'adoption ou de nouveaux usages de technologies ou de nouvelles organisations. Donc on est sur le modèle de la co-conception. On a un troisième modèle qui est celui de l'accompagnement de l'innovation complexe. Alors certains disent que toute innovation est complexe, et qui est plutôt celui qui a été présenté par Claire. Dans ce cadre-là, les connaissances scientifiques sont importantes, mais leur importance est variable pour les acteurs qui sont dans ce processus.
Et la recherche n'a pas la maîtrise des technologies qui sont mises en œuvre ou ne souhaite pas avoir de maîtrise des technologies qui sont en œuvre. Les résultats qui sont attendus ne sont pas définis par la recherche, mais sont définis avec les acteurs. Et c'est plutôt les acteurs qui vont déterminer le processus d'innovation, qui vont déterminer les orientations, la façon d'y aller. Et la recherche se déclare en processus d'accompagnement. Claire a bien dit qu'à même à un moment, la recherche s'est retirée de ce processus et intervient à quelques moments clés sans forcément souhaiter orienter ce processus. On est sur un processus d'innovation plus tourbillonnaire. Et puis, un dernier modèle qui est celui de l'innovation ouverte, qui ne vous a pas été présenté, mais qui est également qui est illustré par un des cas que l'on a dans notre liste, c'est PlantNet. C'est le modèle de l'innovation ouverte. Finalement, la recherche a des connaissances scientifiques importantes, fortes. Elle maîtrise les technologies, elle maîtrise les logiciels, elle maîtrise les bases de données dans le cadre de PlantNet, elle maîtrise les applications smartphone. Par contre, les résultats et l'usage de ces technologies, de ces connaissances ne sont pas définis. Et c'est avec les autres acteurs, dans un cadre d'un dialogue avec les autres acteurs, que les usages de ces technologies seront définis et donc avec des impacts qui peuvent être extrêmement variables. Dans le cadre de PlantNet, on nous dit que ça pourrait être utilisé par des agriculteurs pour mieux piloter leur processus de recherche ou par des entreprises ou des écoles qui pourraient les utiliser pour des programmes pédagogiques. Donc voilà, c'est un travail qui est en cours, que l'on vous présente. Finalement, ce travail nous permet de réfléchir l'implication de la recherche dans le développement, tout en pensant que la recherche ne remplit pas tous les rôles des acteurs du développement, donc il y a bien des fonctions spécifiques. Ce travail met l'accent sur l'importance du temps long et du partenariat, donc il milite pour des travaux qui s'inscrivent dans la durée avec des partenaires sur des terrains. L'intervention coup de poing est possible, mais ne génère pas forcément d'impact. En tout cas, la recherche n'y contribue pas forcément, en tout cas la nôtre. Alors, peut-être aussi une des conclusions, c'est qu'on a vu l'importance des relations avec les acteurs politiques. Et nous, ce que l'on a vu dans les études de cas, c'est que finalement, elle existe, elle est avérée, elle est démontrée, mais que par contre, on la pense, on l'organise pas forcément de manière raisonnée. Et que là, il y a certainement une marge de progrès, et en particulier si on veut penser le changement d'échelle. En mot de conclusion, l'ensemble de ces recherches, finalement, à quoi elles servent? Elles servent d'une part à mieux comprendre, avoir un travail réflexif sur notre façon de faire de la recherche pour améliorer nos pratiques de recherche, donc pour nous, et c'est ce que Étienne va ensuite présenter. Elles doivent nous permettre aussi de développer des capacités de management stratégique de la recherche. Ce n'est pas un pilotage de la recherche par l'impact, mais c'est une intelligence collective pour programmer, définir nos orientations. Mais elles permettent aussi de communiquer dans les arènes scientifiques auprès de nos partenaires, mais aussi auprès des tutelles et des citoyens sur les relations entre science et société.